Ok. Les gars, vous savez, si vous ne m'aidez pas à protéger ma page, elle sera suspendue comme les autres. Avant d'entrer dans le live, déposez un like à l'entrée. Et quand vous entrez, partagez le live. Et pendant que vous êtes en train de suivre le live, mettez beaucoup de cœur pour qu'on ne nous signale plus comme ça. Ça, c'est la 4e fois que je relance. Ça s'est coupé déjà 2 fois. J'ai essayé de relancer encore une fois. Ça a refusé complètement de lancer. Donc ça, c'est la 4e fois que je lance le live ce soir. 4e fois. J'ai relancé là, tout à l'heure là. C'était la 3e fois. Ça s'est coupé là. Tout à l'heure là, c'était la 3e fois. Avant que ça ne se coupe là, j'ai d'abord essayé de relancer. Ça ne donnait pas. Si vous observez, j'ai changé le titre du live. Donc, j'ai changé maintenant le titre du live. Si vous ne m'aidez pas, en mettant un cœur même à l'entrée, un like ou un cœur, c'est ça qui permet aux algorithmes de Facebook de savoir que le contenu est attractif et que ça vous intéresse. Mais si vous vous connectez massivement dans un live, sans mettre un like à l'entrée du live, vous ne pouvez pas être connecté 1000 personnes. Mais le live en question n'a même pas 100 likes. Ça, donc quand maintenant, dès qu'il y a des petits signalements, la Facebook comprend que non, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et puis voilà, vous voyez toutes nos pages qui ont été supprimées déjà ou restreintes, c'est à cause de ça. Lorsque vous regardez un live, n'hésitez pas à mettre beaucoup de cœurs. Comme là maintenant, vous êtes déjà plus de 400 en quelques minutes, mais je ne vois pas les cœurs monter. Il faut mettre les cœurs. Vous mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. C'est pour protéger non seulement le live, mais protéger aussi nos pages. Parce que c'est pénible d'avoir des pages à plus de 100 000 personnes, mais que tu ne peux plus utiliser. Donc tu as peiné pendant des années à avoir une page avec plus de 100 000 abonnés et tu ne peux plus l'utiliser. Après, tu essayes une deuxième page avec plus de combien, 70 000, 60 combien de mille d'abonnés. Maintenant, tu ne peux plus l'utiliser. Là, je suis sur la 40e page et c'est encore le même scénario. J'avais ces mêmes pleurs sur les autres pages. Maintenant, je viens encore recommencer avec les mêmes pleurs sur la page ici, les gars. Oh, c'est pas possible. Sur TikTok, quand tu lances un live et que les gars se connectent sur TikTok, en 10 minutes de live sur TikTok, si vous voulez, je fais l'exemple, je fais le live avec mon téléphone. En 10 minutes de live sur TikTok, je récolte un minimum de 20 000 likes. 20 000 likes en 10 minutes en live sur TikTok. Mais sur Facebook, je ne sais pas ce qui vous arrive sur Facebook, les gars. Mettez un cœur ou bien un like à l'entrée de la vidéo. Ensuite, lorsque vous êtes dans le direct, mettez les cœurs. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, appuyez les cœurs. Vous appuyez les cœurs tout simplement. Vous appuyez pendant peut-être 1 minute, vous laissez. Après, vous appuyez. N'hésitez pas à mettre autant de cœurs que possible quand vous regardez une vidéo. Quand vous regardez une vidéo live. Ça nous permet, le cœur est là. Mettez les cœurs comme ça. Vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs. Ça permet de protéger aussi nos pages, la famille. Merci beaucoup. Vous avez vu comment on nous a coupé. On n'a même pas encore commencé. On nous a coupé. À 2 reprises, on nous a coupé. Voilà. Alors, bonsoir encore à tout le monde. J'ai été obligé de couper sur YouTube. Donc, je vais prendre le live ici et je vais le poster sur YouTube. Après, là, maintenant, je suis connecté sur Facebook seulement et uniquement sur Facebook ce soir. Et j'espère que on va parler. Donc, on a 2 minutes, hein, la famille. On a 2 minutes pour partager le live. Ensuite, on revient. Donc, moi-même, hein, moi-même, je partage le live. Moi-même, je partage d'abord le live. Donc, là, le bon exemple, là, c'est d'abord moi qui dois montrer ça. Ils ne vont pas m'empêcher de parler ce soir parce que le sujet de ce soir est un sujet un peu pertinent. Et je voudrais qu'ensemble, on essaie de comprendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté pour lancer ce live. Il faut qu'on essaye de comprendre. On doit comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, moi aussi, je partage d'abord. Et quand j'ai fini de partager, je reviens vers vous. Les affaires du Cameroun, affaires toujours compliquées, un genre. Toujours compliqué, un genre. Non, on ne va pas laisser. On va toujours poser les questions qui dérangent.
On va toujours poser les questions qui dérangent. C'est ça. On ne laisse pas. Moi, j'ai dit que je ne laisse pas l'affaire jusqu'à ce que tout soit mis à nu. Je ne laisse pas. Ok. Bon, j'ai partagé sur mon autre page. Alors, bonsoir encore à tout le monde. Hein, bonsoir. Je veux voir autant de personnes connectées, s'il vous plaît, autant de partages au minimum, autant de partages et autant de likes à l'entrée de la vidéo, s'il vous plaît. C'est pour protéger la vidéo. On pose des questions, voilà, tout simplement. On pose des questions. Déjà, beaucoup de courage à la famille de Martinez Zogo, parce que c'est pas facile que le nom d'un membre de votre famille disparu soit cité tous les jours, tout le temps, tous les jours. En Afrique aujourd'hui, je pense que Martinez Zogo, c'est le nom le plus recherché sur Google actuellement. Et tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à ceux qui passent le temps à faire des partages massifs lorsqu'on évoque ce sujet, lorsqu'on évoque un sujet ayant trait, n'est-ce pas, à sa disparition. C'est pénible pour la famille, mais on doit absolument mettre la vérité dehors. La vérité doit jaillir. Ce n'est qu'avec la vérité que les cœurs pourront être apaisés. Même si c'est une situation difficile, rendons-nous à l'évidence, il n'est plus parmi nous. On accepte déjà cela. Et la moindre des choses pour nous, c'est de mettre la vérité dehors pour que demain cela n'arrive plus à une autre personne. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier live, j'ai même pas fait 10 minutes ou 5 minutes dans le live qui a été coupé. J'étais en train de parler là, n'est-ce pas? J'étais en train de poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que Martinez Zogo, un simple individu, vrai, il est vraiment, c'est quelqu'un qui était très populaire. Il avait l'émission radio la plus suivie, hein. Pas que, c'est pas les oh, ah, ah, c'était Embouteillage, c'était l'émission radio la plus suivie. Embouteillage était l'émission radio, je répète encore, la plus suivie au Cameroun, oui. Mais c'était quelqu'un de humble, c'était quelqu'un vraiment posé. C'est pas quelqu'un qui marchait avec des gardes du corps ou des je ne sais pas quoi, non. C'était quelqu'un de très posé, d'humble. Il partait au travail, il revenait. Certes, il était populaire, mais il y avait beaucoup qui ne connaissaient pas bien son visage, hein, parce qu'il animait à la radio. Donc, les gens ne connaissaient pas très bien son visage. Du coup, il vaquait à ses occupations, il revenait, il n'avait pas besoin de protection rapprochée parce que c'était l'homme du peuple. Martinez Zogo était très aimé des taximans, des mototaximans, des Bayam Selam. D'ailleurs, c'est ça qu'il avait monté parce qu'il avait son combat au départ, c'était ça, il dénonçait toutes les dérives, tout ça, il dénonçait. Et du coup, il est entré dans les cœurs des gens. Moi, je rappelle encore que quand je prenais le taxi, lorsque j'étais au pays, le matin, c'était embouteillage, embouteillage. S'il n'y a pas embouteillage dans ton taxi et te dit taximan, non, dépose-moi. Je veux un taxi qui a la radio parce que je veux écouter embouteillage et je n'étais pas le seul. Et je n'étais pas le seul. Avant lui, c'était J. Remingono. Hein. Avant lui, c'était J. Remingono que je suivais. On m'appelle J. Remingono. Dieu pardonne, moi pas. Butatif. Coup franc. Ça, c'est pour les gens qui ont vécu. Quand on écoutait encore les vraies émissions à la radio. Oui. On m'appelle J. Rémi. C'est-à-dire, il enroulait le R là. Remingono. Dieu pardonne. Moi pas. Donc après là, quand je ne serais plus coup franc de Remingono, c'était embouteillage. Embouteillage, embouteillage. C'est-à-dire, c'était ça. Et c'était bien entendre. Donc, c'était quelqu'un de très populaire. Et j'ai vraiment de la peine pour la famille. C'est pour ça que je dis encore, je présente mes condoléances les plus attristées. Et si on s'acharne comme ça, c'est effectivement pour qu'il y ait la vérité, que la vérité triomphe. La justice, là, ça va venir. Mais il faut que la vérité triomphe. On n'est qu'à la première phase. Là, nous sommes entrés dans la saison 2. Parce qu'on a fini avec la saison 1. Les arrestations ont surgi et tout ça. Alors, on a clos la saison 1. Maintenant, on entame la saison 2. Nous sommes en plein dedans. Alors, j'étais de disant ce que
Lorsque Martinez a été enlevé, c'était je crois le 17, le lendemain j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur mon compte TikTok où j'ai dit le principal suspect dans l'enlèvement de Martinez Zogo, c'est Amougou Belinga. Donc c'était pour vous dire que pour l'affaire d'Amougou Belinga, nous on savait que ça allait finir par arriver. Comme Amougou Belinga allait finir par tomber dans les mailles du filet parce que je savais que c'était Amougou Belinga. Et cette vidéo-là sur TikTok a été très virale. On est à plus de 300 000 vues. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, mon TikTok n'avait pas 2000 abonnés. Mais la vidéo là fait plus de 300 000 vues. Donc pour essayer de comprendre un peu à quel niveau, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'était le 18. Le 18-1. Voilà ça. Le 18 janvier. Voilà la vidéo. Elle a plus de 300 000 vues. Et la vidéo était très virale. Elle est devenue très virale en quelques jours. J'ai dit c'est Amougou Belinga. Donc ça ne me surprenait pas. Pour moi, je savais que Amougou Belinga voulait régler ses comptes parce que façon Martinez Zogo était en train de mettre les dossiers dehors. Les dossiers dehors. Et moi, je sais que les parvenus illettrés, les parvenus arrogants, ils ont une façon bizarre de réagir. Et Amougou Belinga n'est pas à son premier coup. Vous vous rappelez l'autre jour quand j'étais en direct, je vous ai dit, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui ont été éliminées par ces gens. Et là, comme si moi je parlais ma chose en direct, là, je commence à voir des posts 1 heure ou 2 heures de temps plus tard où les gens disent qu'on parle de 11 assassinats, machin. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que Amougou, c'est un malfrat mafieux. Ça ne me surprend pas. Donc, pour moi, c'était que le gars voulait régler ses comptes. Il voulait... Vous voyez un peu? Quand Xavier Messé a dit le gouvernement était au courant. C'est ça qui a fait tiquer ma tête. Que le gouvernement était au courant de l'élimination de Martinez Zogo dès le 18. Et ils n'ont rien dit. Mais je ne pouvais toujours pas imaginer que le DGRE pouvait être mêlé, même comme je sais que le DGRE et Amougou Belinga, c'était des amis et tout ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait citer Laurent Ressot dedans. Je me disais, Amougou Belinga a voulu faire taire Martinez, c'est tout. Mais là, ça va au-delà. Ça va vraiment au-delà. Parce que lorsque vous regardez tout ce qui se passe ces derniers temps, le pays est en danger. Là, on ne parle plus simplement de l'assassinat de Martinez Zogo, mais nous sommes là en plein dans ce qu'on appelle dans le jargon politique et le jargon, je crois, administratif, de la haute trahison. On parle là de sécurité nationale. On parle là, je répète encore pour que chacun écoute bien, tout, maintenant ce qui se passe là, les enquêtes que vous voyez là, ça va déjà au-delà de l'élimination de Martinez. Là maintenant c'est déjà une affaire de sécurité nationale. Plusieurs membres des forces de l'ordre ont été auditionnés, notamment des membres de la DSP et de la garde présidentielle. La DSP, c'est la direction de la sécurité présidentielle. La GP, c'est la garde présidentielle. Donc, beaucoup de personnes mélangent souvent ça. Il y a un commandant de la GP, un commandant de la GP, et il y a un commandant de la garde, de la DSP. Sachez-le, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent, qui confondent souvent les deux. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je confondais les deux. La garde présidentielle, la GP, c'est les militaires là qui ont la tenue un peu verte, non pas verte, c'est un peu quoi là, verte citron, un genre là, avec le béret violet et les rangers rouges. C'est la GP là-bas et ils ont un commandant, n'est-ce pas? Maintenant la DSP, c'est les hommes que vous voyez là. Aux États-Unis, on les appelle les Secret Service. La DSP, c'est les hommes que vous voyez toujours en veste autour de la voiture de Bia. Quand ils sortent, quand ils montent, quand ils descendent, bref, c'est sa garde rapprochée. Et le commandant de la DSP s'appelle Aivo. C'est le général Aivo. J'oublie le nom du commandant de la GP. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu aussi là, qui a été posté là sur les réseaux sociaux, c'est maintenant le commandant de la GP qui s'est rapproché du président parce que le rôle de la DSP, c'est la garde rapprochée, très rapprochée du président. Donc, des éléments de la DSP sont auditionnés. Des éléments de la GP sont auditionnés. Des éléments de la DGRE sont auditionnés. Le DGRE lui-même est auditionné.
dans une affaire comme ça. Le directeur des opérations est auditionné. Le directeur des opérations à la DGRE est aussi auditionné. La DGRE, je rappelle encore, pour ceux qui n'ont pas suivi, je veux juste faire un petit rappel. La DGRE, c'est ce que, comme vous entendez aux États-Unis, la CIA, ou alors en Russie, le KGB, ou bien ici au Royaume-Uni, le MI6. En Israël, le Mossad. C'est les services d'espionnage et de contre-espionnage. C'est eux qui sont censés rapporter le renseignement pour la sécurité nationale. Donc, quand on en arrive déjà à impliquer des agents formés avec l'argent de l'État, mettre les moyens de l'État pour éliminer un seul individu. C'est même pas comme si Martinez Zogo était un costaud musclé. Martinez Zogo, c'est même pas James Bond. Ce n'est non plus Rambo. Martinez Zogo, ce n'est pas le gars, c'est la Thor dans Marvel. Martinez Zogo, ce n'est pas, pour ceux qui ont vu Extraction, le gars qui joue Thor là, j'ai oublié son nom. Il joue aussi Extraction. Lui seul, il part bagarrer, il tue toute une armée. Lui seul. Martinez Zogo n'a pas de formation militaire, rien. Martinez Zogo était un ancien footballeur, il a un peu essayé de partout, un ancien danseur même. Un danseur n'est pas un commando. Mais comment est-ce qu'on mobilise autant de ressources pour faire taire un seul individu? Mais quelques petits brigands de rue là auraient suffi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme message? Voilà des questions qui choquent. Et lorsque vous voyez comment est-ce que les choses se déroulent, on arrête Amougou Belinga. Ensuite, on va perquisitionner partout chez lui. On cherche des éléments, des documents et consorts. Mais qu'est-ce que ces éléments, ces documents et tout avaient à voir dans la mort de Martinez Zogo? Hein? Qu'est-ce que Amougou Belinga gardait chez lui qui avait à voir avec la mort de Martinez Zogo? On se pose des questions. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'en réalité, Martinez Zogo n'aurait pas seulement été éliminé parce qu'il dénonçait la gabégie des lignes 94, 65 et 57. Ou alors peut-être Martinez Zogo lui-même, il était ignorant de ce qu'il était en train de dénoncer. Peut-être Martinez Zogo dénonçait la gabégie qui se passe dans la ligne 94, 55 et 67 là, sans savoir ce que ces gens prévoyaient de faire avec l'argent qu'ils détournaient dans ces lignes-là. Est-ce que vous me suivez? Parce que là, ça devient compliqué. Comment pour éliminer un seul individu comme Martinez? Ils ont mis tous les moyens de l'État qu'ils ont mis en jeu. Ils ont utilisé des espions, des agents formés pour le contre-espionnage. Ils les ont utilisés. C'est des militaires bien formés, ils les ont utilisés. Ils ont utilisé les moyens de l'État. Parce que arriver à ordonner à une gendarmerie de fermer sa barrière, il faut que l'ordre vienne vraiment de très haut. Au point où un individu vient cogner une gendarmerie, la barrière, le portail d'une gendarmerie avec sa voiture, aucun gendarme n'intervient. Ça veut dire que l'ordre avait été donné. Que fermer la gendarmerie là, ne bougez même pas là où vous êtes là. Le temps de venir cogner la voiture de Martinez, sortir de leur voiture, aller capturer Martinez. D'ailleurs, on a suivi un témoignage où il y a une jeune fille qui disait qu'il a essayé de se débattre. Et la gendarmerie, là, lorsque vous voyez, il y a un bâtiment en étage. Donc, ça veut dire qu'étant à l'étage, les gars pouvaient voir ce qui se passait en bas. On ne sort pas d'une voiture en 2 secondes pour aller dans une autre voiture capturer un autre individu. Ça ne se passe pas en 2 secondes. Ça se passe au moins en 5 minutes. Pourquoi les gendarmes n'ont pas intervenu? Qui a donné l'ordre aux gendarmes là, qui étaient à la brigade là, de ne pas intervenir? Qui a donné l'ordre à cette brigade de gendarmerie de fermer le portail de la brigade de gendarmerie à 20 h? Qui a donné l'ordre de ne pas secourir Martinez Zogo? Et pourquoi? Donc, l'histoire là,
commence à être de plus en plus compliqué. Pourquoi mettre tous ces moyens juste pour faire taire Martinez? Ça, c'est deux. De deux, ils ont eu tout le temps et la lassitude de le faire disparaître. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont arrangés à déposer son corps quelque part, ses restes, que tout le monde découvre. Et que ça arrive sur les réseaux sociaux et partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tout le temps. Il était déjà mort. Le 18, il était déjà mort, oui. Ils vous avaient du 18 au 22. Ils avaient tout le temps d'effacer. Tout le temps de le faire disparaître. Ils ont eu tout le temps parce qu'ils ont les moyens de l'État. Si des agents de l'État sont impliqués, ça veut dire que, étant des militaires, ils ont fini avec lui, ils l'ont torturé, ils l'ont éliminé. Ils pouvaient transporter son cadavre même jusqu'au nord, jusqu'à l'extrême nord. Parce que, étant le directeur des opérations, étant un lieutenant, un colonel, moi je n'aime pas dire lieutenant-colonel, c'est un colonel. C'est-à-dire c'est un colonel en formation, moi je peux dire comme ça. C'est un colonel, moi on les appelle colonels. Donc, un lieutenant-colonel, il pouvait très bien aller au nord ou dans une brousse ou n'importe où, se débarrasser du corps de Martinez. Mais ils se sont arrangés, n'est-ce pas, à ce qu'on découvre le corps de Martinez dans un état de putréfaction totale, un peu comme s'ils voulaient exposer un trophée. Pourquoi est-ce qu'ils se sont autant acharnés sur le corps de Martinez? Autant de questions se posent. On se demande que, mais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelles sont les personnes qui sont réellement impliquées dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens préparaient? Qu'est-ce que ces gens préparaient? Et comment est-ce que le fait que Martinez dénonce les lignes 94, 55 et 67 a fait en sorte qu'on déploie autant de moyens pour l'éliminer, pour ensuite refuser d'utiliser les mêmes moyens pour le faire disparaître, mais venir exposer son corps? Beaucoup de questions. Ces gens, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de trafiquer. Vous savez, il y a certains services de l'État, normalement, que beaucoup de Camerounais même ignorent. Parce que lorsqu'on se met à exposer même le visage déjà du patron des services de renseignement, qui serait impliqué dans une affaire aussi macabre, ça devient dangereux même pour la sécurité du pays, même pour la sécurité de Paul Biya. Paul Biya n'est plus en sécurité parce que le maillon fort de la sécurité de Paul Biya, c'est le renseignement. De tout président sur cette planète, tous les présidents sur cette planète sont protégés grâce au renseignement. Et si le chef service renseignement, le directeur des renseignements du pays, celui qui est censé donner le renseignement en temps et en heure au président du pays, se retrouve impliqué dans une affaire mafieuse, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de plus grand qui se préparait. D'un, Maxime Eko, en tant que directeur des renseignements, est déjà, étant impliqué dans ce genre d'histoire, est déjà coupable de haute trahison. Ça, c'est un fait. C'est un fait. J'ai vu un RDPciste sur le plateau d'Equinox tout à l'heure commencer à dire qu'est-ce qui vous prouve que Maxime Eko a été entendu, qu'est-ce qui vous prouve qu'il est aux arrêts. Nous, on n'a pas vu, le seul qu'on a vu, c'était Amougou Belinga. Il y a des gens qu'il faut parfois même chasser des plateaux télé, qu'il ne faut même pas écouter. On sait, oui, la liberté d'expression, machin, tout, non. Il y a des gens qu'il ne faut même pas écouter. Des gens qui viennent sur les plateaux tout le temps pour mentir au peuple là, il ne faut pas les écouter. Pourquoi est-ce que maintenant, ils veulent absolument essayer de cacher ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent essayer de cacher ça? Moi, je me pose juste des questions, hein, parce que je n'ai aucune conclusion. Tout ce que je sais, en tant que quelqu'un qui mène des recherches sur les différents conflits dans des pays à gauche, à droite, lorsque les services de renseignement sont mêlés à une affaire aussi macabre, lorsque des hauts officiers du haut commandement sont mêlés dans ce genre d'affaires, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Les gars étaient en train de préparer un coup d'État. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de, il faut pas passer par 4 chemins. Faut pas, la dictature actuelle, un coup d'État serait bien.
mais un vrai coup d'État mené par des patriotes qui pensent pouvoir, qui vont remettre le pouvoir au peuple, qui vont... Mais ces gens-ci, ils étaient en train de piller les caisses de l'État pour se constituer une milice. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'en Centrafrique que Amougou Bellinga a trouvé pour aller mettre la majorité de ses business? Pourquoi ce n'est qu'en Centrafrique là-bas? C'est le pays le plus instable actuellement en Afrique centrale. Hein, la Centrafrique. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas au Gabon? Pourquoi il n'est pas aussi présent au Congo, au Gabon, en Guinée? C'est pas comme s'il y a beaucoup d'argent en Centrafrique. Hein. C'est pas comme s'il y a beaucoup d'argent en Centrafrique. Mais en Centrafrique, en Centrafrique actuellement, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de rebelles en Centrafrique. Et les sources disent qu'Amougou Bellinga transportait de l'argent dans son jet privé pour la Centrafrique. Il transportait des valises d'argent dans son jet privé pour la Centrafrique. Qu'est-ce qu'il allait faire en Centrafrique avec autant d'argent détourné dans les caisses de l'État, notamment les marchés fictifs là, tout ça, la ligne 94, 65, tout. L'audit qui a été lancé normalement va nous dévoiler à peu près combien ont été distraits dans ces lignes budgétaires. Mais pourquoi seulement en Centrafrique? En Centrafrique, vous le savez tous, c'est un secret de polichinelle. En Centrafrique, il y a il y a beaucoup de mercenaires actuellement en Centrafrique. Il y a beaucoup d'armes qui circulent en Centrafrique. Et donc, Motazé ne pouvait pas faire des allées et venues en Centrafrique. Laurent Esso non plus ne peut pas faire des allées et venues en Centrafrique. Le DGRE encore moins. Encore moins même Aivo, le général Aivo qui est le commandant de la DSP, ne pouvait pas faire. Donc il faut quelqu'un qui va pouvoir aller, n'est-ce pas, constituer la milice. Il faut quelqu'un qui va pouvoir aller constituer la milice. Et donc peut-être que Martinez Zogo était au courant de ça. Et c'est pour ça qu'on l'a torturé pour lui demander qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Où sont les documents? Où sont les documents? Qu'est-ce que tu sais? C'est pour ça qu'ils l'ont torturé de la sorte. Parce que tu ne peux pas dénoncer. On ne peut pas dire oui, un monsieur Amougou Bellinga. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui fait le blanchiment d'argent, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait le blanchiment d'argent. Normalement, il n'a pas trop de problèmes. Si ceux pour qui il blanchit l'argent tombent, au contraire, si ces gens-là tombent, lui, il peut devenir riche. Vous voyez un peu. Et lui, il est un homme d'affaires privé. C'est-à-dire, normalement, il gagne des marchés. Il vous dit qu'il gagne des marchés. Il vous présente tous les documents qu'il gagne des marchés. Même s'il y a des marchés fictifs, du moment où on paye les marchés, lui quoi? Lui quoi? Du moment où l'État paye ses marchés, même si c'est des marchés fictifs ou c'est des marchés quoi, c'est à vous de contrôler. C'est pas à lui. Donc du coup là, c'est de la roubladise, oui, mais ce n'est pas, vous voyez un peu, ce n'est pas, ça ne peut pas pousser quand même quelqu'un à déployer tous les moyens de l'État comme ça pour en éliminer Martinez Zogo. Non, c'est léger. Il pouvait prendre 2, 3 petits voyous là, comme ça là, Léon calcule Martinez, on fait un petit, comme une agression, il monte une agression, ou un braquage à son domicile, les gars font ça vite fait, bien fait, après ils se dissipent dans l'air, et tout ça. Il y a plusieurs façons vous voyez un peu de quoi je parle, mais pourquoi est-ce qu'ils sont... Parce que les gars voulaient absolument que le gars leur dise ce qu'il sait. Il avait certainement parlé à quelqu'un. Martinez avait parlé à quelqu'un et cette personne-là est dans le gang. Cette personne est dans le gang et cette personne a dit que là où vous voyez là, le gars là est au courant de ce qu'on est en train de préparer. Le gars là est au courant de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument qu'on le capture et qu'on le fasse parler. Il faut qu'on le fasse parler. Et pour le capturer, le faire parler, il ne pouvait pas utiliser des simples individus. Il fallait donc des professionnels. Et pour que l'opération se passe bien, il fallait l'intervention de personnes haut placées parce que on ne peut pas capturer quelqu'un comme ça en pleine capitale sans qu'il y ait des conséquences ou bien qu'il y ait un gendarme ou un policier quelque part qui voit, qui suit ou bien une information qui fuite, des trucs comme ça là.
Et même des recherches pouvaient être menées. Le jour même où on a annoncé son kidnapping, la voiture qu'il a kidnappée là, a fait comment pour se déplacer. Les taximans parlent, à 20 h à Yaoundé, il y a les taxis, il y a les motos, il y a tellement de trucs qui se passent à 20 h. Donc, les gens pouvaient lancer la lettre, les gens pouvaient signaler que, oh, il y a telle voiture qui vient d'enlever telle personne à tel endroit. Même la gendarmerie allait intervenir. La gendarmerie allait intervenir. Donc, les gars ont déployé tous les moyens de l'État parce qu'il fallait mettre la main sur lui, aller le questionner, histoire de savoir qu'est-ce qu'il sait et à qui est-ce qu'il a parlé. Parce que Martinez avait écrit à la présidente de la cour d'appel, disant qu'il a des documents compromettants où Amougou Bellinga avait détourné, en complicité avec lui, Paul Motazé, beaucoup de marchés. Des marchés fictifs, il avait été payé dans les caisses de l'État, des marchés fictifs et consorts, oui, d'accord. Et après, vous voyez un peu? Donc peut-être il disait ça comme ça là parce qu'il voulait aller peut-être rencontrer la présidente de la cour d'appel, arriver maintenant devant elle et lui dire que bon, comme vous voyez là, il y a autre chose, il y a autre chose. Vous voyez un peu? Ou alors, Martinez s'était certainement confié à quelqu'un, à un de ses confrères, bien à une personne qu'il considérait comme un ami, qu'il a trahi. Donc Martinez était donc au courant d'un projet macabre. Tout simplement, il était au courant d'un projet macabre, d'un projet qui visait à la sécurité nationale. Sinon, les éléments de la sécurité nationale n'allaient pas se déployer pour faire ce genre de boulot. Martinez n'était pas un commando, c'était pas quelqu'un de... Non, Martinez, c'était quelqu'un de simple comme vous et moi. Tous ces moyens de l'État ont été déployés. Pourquoi? On cite des colonels, des personnes bien formées, tout. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Pour fomenter un coup d'État en vue de prendre le pouvoir par force. Voilà, c'est des choses comme ça qui se passent. Il a peut-être été au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a été au courant. Maintenant, qui l'a informé? Là, maintenant, on ne peut plus savoir puisqu'il n'est plus des nôtres. Et c'est certainement ce que ces gens voulaient savoir. Tu as mis qui au courant? Qui est au courant? Qui t'a donné cette information? Qui d'autre est au courant du projet? C'est toujours des choses comme ça là qui font en sorte que on en arrive à monter ce genre d'opération avec les moyens d'un État. Donc, moi je le dis avec foi. Et avec, je ne sais pas comment je peux dire, avec persévérance, si je peux dire comme ça, le gang Amougou Bellinga, n'est-ce pas, n'était pas seulement dans une affaire de détournement de fonds dans le but de jouer la belle vie. Le gang Amougou Bellinga préparait sa prise de pouvoir. Et nous tous on sait que le clan Motazé et consorts, c'est le clan avec Frambia. Les Motazé soutiennent Frambia. Donc, est-ce que les gens là n'étaient pas comme ça en train de se préparer à faire la guerre pour arracher le pouvoir, même si c'est n'importe qui? Pourquoi ne pas renverser le père directement et prendre l'affaire? Hein? Donc, en fait, c'était ça leur projet. Les gars s'étaient déjà assis pour prendre le pouvoir. Tout simplement. Donc, la constitution devait être balayée. Il devait simplement s'asseoir, prendre la milice venue de Centrafrique. Je pense que J-Point en a aussi parlé dans son direct. Une milice venue de Centrafrique, envahir le pays et prendre le pouvoir. Par force. Ça pourrait être, pour moi, en tant qu'opposant à la dictature de Biya, si c'était des personnes de bonne moralité, j'aurais dit, ben, ça pourrait être un projet pour renverser le régime Biya. Oui, moi j'ai toujours prôné ça, mais quand je pense que ce sont ces gens-ci, en fait leur but c'est de prendre le pouvoir et perpétuer la dictature. Là, c'est inconcevable. Moi je vais être clair. Parce que au Mali, en Guinée, partout, les militaires ont pris le pouvoir, certes. Mais dans un but, n'est-ce pas, de le remettre au peuple. Dans un but d'éliminer la dictature. Mais ceci, parce que, comprenez une chose, quand les gens ont volé autant d'argent,
Si le pouvoir change de main drastiquement, tous ces gens seront dans des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour garder leur argent, pour garder leur position de pouvoir? Ils doivent se battre pour se maintenir au pouvoir. Étant donné que Biya n'est pas immortel, ils savent très bien que Biya est partant. Et donc, chacun d'entre eux, les gars étaient en train de se préparer. Ils se préparaient. Ils se préparaient. Ils se préparaient. Tout simplement. Sachant que dès que si Biya tombe là, les gars font le sagat. Parce que c'est le meilleur moyen pour eux de conserver tout l'argent qu'ils ont volé à l'État du Cameroun. Parce que si le pouvoir tombe entre les mains d'une autre personne, la personne va forcément vouloir faire un audit de la gestion du pays. Paul Biya n'étant plus là, ce sont ces ministres qui vont répondre. Ceux qui ont eu à gérer le pays vont répondre. Et on fait un audit et beaucoup de personnes vont répondre devant la justice. Du coup, pour que cela ne se produise pas, il faut que ces gars au pouvoir se préparent. Les Motazé comme ça, là, c'est des gens, on sait, ils ont des velléités de pouvoir. Motazé, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, il veut le pouvoir. Laurent Esso, c'est quelqu'un qui adore le pouvoir. Et quand toutes ces personnes-là sont autour d'un homme d'affaires, dans tous les pays, allez regarder, allez vous renseigner sur Google. Dans tous les pays, lorsque vous voyez beaucoup de ministres fricoter avec un même homme d'affaires, sachez que ce n'est pas pour rien. Sachez que l'affaire là, c'est pas les affaires de simple amitié. On voit le mariage d'Amougou Belinga. On voit toute une clique ministérielle. J'ai dit toute une clique ministérielle. Tout un gouvernement est au mariage d'un individu. Baptême de ses enfants. Tout le gouvernement est au mariage, à son baptême. On voit tous. Le ministre de la Justice, le ministre adjoint de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre des Finances. On voit tous, ils sont là-bas. Dès qu'il y a une cérémonie, ils sont tous là. Quand la femme d'Amougou Belinga a été nommée magistrate à la Cour suprême, il fallait voir la cérémonie. Tous étaient là. Il y a même un ministre qui a baissé la tête avant de la saluer. J'ai dit, oh pétard, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette complicité avec ce genre d'individu? Amougou Belinga, c'est d'abord un ancien malfrat. Allez lire sur Google. Je ne veux pas me mettre à faire l'histoire ici. Allez lire sur Google. Amougou Belinga, c'est un ancien malfrat. Tapez biographie d'Amougou Belinga. Vous allez voir. Allez sur Google. Dès que je coupe le live là, allez sur Google. Tapez Amougou Belinga, biographie, parcours. Vous allez, c'est un malfrat. Mais comment tout un gouvernement se retrouve autour de ce, pas tout un gouvernement, bref, une partie du gouvernement, et curieusement, ce sont les gens qui appartiennent à un certain clan. Tous. Le même clan que nous on cite ici tous les jours, qui est contre le clan Gongo. Donc l'affaire est compliquée. L'affaire est compliquée. Martinez Zogo savait des choses. Il savait des choses. Et les services de sécurité sont impliqués. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité nationale. Et apparemment, j'ai suivi une rumeur là comme quoi Paul Biya a d'abord changé un peu sa garde. Il a pris le commandant de la GP, il l'a mis à côté de lui et il a d'abord éloigné le commandant de la DSP, Aivo Desensio. Il a d'abord éloigné que Mola va un peu parce que Aivo aussi est dans le même gang. Le commandant de la garde de la direction de la sécurité présidentielle ne peut pas être impliqué dans ces genres de conneries. Donc, Biya lui-même, il sait qu'il est en danger. Biya sait aujourd'hui que le Cameroun est en danger. Et chaque Camerounais qui est là, qui pense que tout va bien en buvant une bière, sachez que vous êtes le pays est en danger à l'heure où je vous parle. Les gars là ont déjà tout préparé. Ils ont certainement mis des caches d'armes quelque part, tout. N'est-ce pas, on est là? Rappelez-vous bien de ce jour, nous sommes mercredi le 8 février 2023. N'est-ce pas, nous sommes là? Attendons voir ce que les enquêteurs vont découvrir. Attendons voir. Beaucoup ont dit, mais ça veut dire quoi? Quand ils ont appris que le commissaire du gouvernement est parti, c'est une affaire de sécurité nationale. C'est parce qu'on ne peut pas vous dire. Une affaire comme ça là aux États-Unis, le président des États-Unis devait lui-même faire une sortie pour dénoncer et pour faire une déclaration forte au peuple américain. Que ton directeur des renseignements est mêlé à un assassinat doublé d'une torture. Mais, et quand on mène l'enquête, on voit que le directeur des opérations
est mêlé. On voit que tel est mêlé, telle personnalité, tel haut gradé de l'armée. Bref, on voit certains membres de l'armée qui sont quand même formés par les moyens de l'État sont mêlés. Le président devait faire une sortie. Et le remaniement ministériel ne devait même pas tarder. Il devait d'abord changer d'abord toutes ces personnes-là. Il devait changer toutes ces personnes. Tous ceux dont le nom est cité, il devait d'abord les changer et les mettre à la disposition de la justice en disant, si quelqu'un n'est pas coupable, la justice va nous dire. Le commissaire du gouvernement entre en jeu. On parle maintenant de tribunal militaire. Amougou Belinga n'est pas militaire, il est civil. Pourquoi est-ce que le tribunal militaire devient compétent? Eh bien, c'est parce que beaucoup de services militaires sont mêlés. Et on parle là d'une affaire de déstabilisation vraie du Cameroun. Ce n'est pas les affaires de déstabilisation qui mettent tout sur nos têtes ou mettent sur la tête du MSC ou partout. Non. Là, maintenant, c'est la vraie déstabilisation de notre pays. Là, que les gars avaient déjà tout préparé. Soit ils prennent le pouvoir, soit ils font la guerre à tout le monde. C'est pour ça que vous allez remarquer que ce sont les mêmes gens qui disaient toujours, écoutez bien les déclarations de ces mêmes gens, hein, que Paul Biya est le garant de la paix. Ce sont les mêmes gens qui disaient toujours chaque fois que Paul Biya est le garant de la paix. Que c'est Paul Biya qui est garant de la paix dans ce pays. Une façon de vous dire que si Paul Biya n'est plus là, on va voir ce qu'on va voir. Ces mêmes gens, ces mêmes voleurs de la République là. Voilà. Soyons vigilants. Ne baissez pas la garde. Il ne faut pas baisser la garde dans cette affaire. Parce que l'affaire-ci est plus compliquée qu'on ne le croit. Je ne fais que poser des questions. Je ne fais que poser des questions. Si déjà dans un pays, lui-même le président, il sent que sa sécurité est menacée, ça veut dire que la sécurité du Camerounais lambda est comment? Et depuis des années, je parle de cette affaire. Les gens ne comprennent pas toujours. Ferdinand Ngongo était parti au nord, soi-disant pour négocier avec Boko Haram afin de libérer des otages. Il avait déposé des valises d'argent, on parlait de plus de 400 millions. Il avait déposé des valises d'argent, 300 millions, 400 millions comme ça là, pour libérer des soi-disant otages. Il était parti négocier avec Boko Haram. Ferdinand Ngongo, il connaissait là où il va rencontrer Boko Haram. Hein? Ah bon? Donc Ferdinand Ngongo connaissait là où il va rencontrer Boko Haram. Je vous rappelle encore que Kaba Yege Djibril était venu à l'Assemblée nationale et il a dit que Boko Haram est parmi nous. Je vous avais rappelé. Oh. Donc maintenant les Camerounais seront pris entre deux feux. Rappelez-vous encore ici en 2020, je vous avais dit quoi? Qu'il y a un gros trafic de munitions au niveau du quartier général. Un gros trafic de munitions au niveau du quartier général. Je parlais toujours ma chose sur Amougou Belinga comme ça 2019-2020. Les gens disaient que ah bon, voilà ça. J'ai parlé ma chose de Ngongo. C'était en 2019. En 2019, je me rappelle Ngongo. On a vu que Ngongo est mêlé dans quelque chose. Maintenant, j'ai encore parlé et je continue de parler. Il y a des gens, ceux qui maintiennent la guerre au Nozo et qui font sortir les munitions pour aller livrer là-bas et les munitions n'arrivent pas. Là où ça doit normalement arriver, les munitions sont détournées. Ces munitions s'en vont où? Ces munitions s'en vont où? Chaque Camerounais là, non? Regardez-nous comme vous regardez, comme le chien qui regarde la télé, non? Il n'y a pas de problème. Quand ça va éclater là-bas entre les deux, à gauche, à droite, pam, pam, pam. Le seul moyen de renverser cette tendance-là, c'est seulement le soulèvement populaire. C'est le seul moyen de renverser cette tendance-là, parce que si le plan arrive à point, il faut les surprendre. Sinon, quand leur plan va arriver à point, personne ne pourra les arrêter. Ils ont l'argent. Ils ont des milices qu'ils ont déjà formées. Certains ont l'armée de leur côté. D'autres ont des rebelles. Donc, ils ont l'argent. L'argent, les milliards qu'ils volent tout le temps. On parle d'un audit de sur 5400 milliards. Mon frère, 5400 milliards. Les gens font quoi avec 5400 milliards, selon vous? Hein? Les gens font quoi avec 5400 milliards? Et quand on parlait du Zomlois ici, vous voyez les moyens que les gars ont mis dehors pour essayer de nous faire taire. Ce qu'ils ont oublié, c'est que nous là, on a une voix qui porte. Ceux que vous appelez influenceurs, ce ne sont pas des influenceurs, si ce n'est de l'influence négative. Nous, on a une voix qui porte. Donc, quand on s'assemble sur une cause, vous connaissez tous ceux dont je parle. Quand on s'assemble sur une cause, personne ne peut
nous distraire. Personne ne peut nous distraire. Personne ne peut nous distraire. Et donc, ils ont sorti de l'argent à gauche, à droite pour payer les influenceurs à gauche que non. Allez soutenir les hommes là, ou bien allez faire ceci. Ne parlez pas de l'affaire là, ne faites pas comme ça, ne parlez pas de Martinez. Beaucoup d'artistes musiciens ont pris l'argent, beaucoup de blogueurs ont pris de l'argent pour ne pas parler de l'affaire Martinez. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand ça a commencé à cuire sur les hommes là, des hommes là, il a commencé, le Vatican a fait la prière. Tel a fait la prière. On a fait les prières partout. Mais les prières là ne peuvent pas vous sauver. Quand vous avez en face de vous des personnes vraies comme nous là, les prières là ne peuvent pas vous sauver. On vous a dit qu'allez même chercher le pape. On connaît ce que vous étiez en train de planifier. On comprend. C'est parce qu'on n'a pas encore les éléments en notre possession comme ça là, qu'on ne peut pas venir étaler au peuple camerounais, mais on parle avec les gens. On parle avec les gens. Et on connaît tout ce que vous avez préparé contre le peuple camerounais. On connaît très bien tout ce que vous avez préparé. Eh oui. J'espère qu'on va vraiment laisser les enquêteurs qui sont sur ce dossier-ci faire la lumière sur ce qui se passe là. Oui. J'espère qu'on va laisser les enquêteurs là faire la lumière sur tout ça. Ben oui. C'est ça le plan, au fond. Prendre l'argent des Camerounais pour les tenir en joue avec des rebelles qu'on est allé payer en Centrafrique, avec des armes à feu qu'on est allé payer en Centrafrique. Moi, je pense que Faustin Archange Touadéra est complice de ce qui se passe là. Moi, je vous dis. Je vous le dis. Ou alors, il est complet. Il ne contrôle même pas son pays. D'ailleurs, nous tous, on sait que la Centrafrique est vraiment très difficile. Mais un président de la République doit avoir le renseignement. Et les choses ne peuvent pas se passer sur son territoire sans qu'il ne soit renseigné. Ça veut dire que c'est un faux président. Voilà ce qu'Amougou Ngapate fait avec l'argent en Centrafrique. C'est à ça que leur sert tout l'argent qu'ils détournent. C'est à ça que devait leur servir cet argent. Et il voulait absolument torturer Martinez pour que Martinez crache le morceau. Que Martinez dit à qui est-ce qu'il avait dit, avec qui il a parlé et qui est au courant. Sinon, les gars pouvaient tout simplement même kidnapper, même seulement enlever Martinez comme ils ont fait là. Ils le killent tout simplement et puis se débarrasser et partir. Ils avaient les moyens. Tout un lieutenant-colonel, des espions, des gars formés pour être des agents furtifs, pour agir dans la furtivité. Des espions. Les gars font du sale comme ça. Quand un espion est derrière toi, le gars passe. Il peut passer pendant que tu es en train de boire comme ça. Il passe seulement pendant qu'un te distrait, l'autre met le truc dans ton verre. C'est fini. Et tu es die comme ça là, hoha. Les espions sont formés pour ça. Mais comment est-ce qu'ils en arrivent à faire ce qu'ils ont fait là? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas masqué? Parce que les espions sont formés pour ça. Les espions peuvent venir, ils t'aimer, ils finissent avec toi. Donc, ils masquent ça d'une certaine façon. Et puis, la version officielle reste là. Coco, c'est un accident. Co, il est mort de palu. Co, il est mort de ceci. Co, il est mort de cela. Tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça? Oh, tu m'étonnes. Après, on balance, on expose les restes comme ça là. Pourquoi? Les gars voulaient passer un message. À qui? Voilà une autre question. Non seulement ils voulaient passer le message aux journalistes, ça c'est ce qu'on sait. Mais ce n'est pas ça. Ça c'est le voile. Parce que le vrai message, moi je pense que ce n'était pas aux journalistes. C'est une façon peut-être de dire, nous on sait que vous savez. Préparez-vous bien, nous on sait que vous savez. Ou alors que, je ne sais pas, mais la question fondamentale reste, pourquoi déployer tous les moyens de l'État qu'on connaît là pour un seul individu comme ça? Et ensuite, on n'utilise pas les mêmes moyens qu'on a pour faire disparaître. Attendez un peu, c'est comme s'il n'y a pas de
d'administrateur. Donc du coup, je pense que je bloque. Je vais bloquer ça. Oh, je vais bloquer ça comment? Je sais pas comment. J'utilise mon téléphone, sinon j'aurais bloqué certaines personnes là. Voilà les questions que moi je me pose tout simplement. Pourquoi est-ce que ils sont arrivés à faire ça à Martinez? Eh bien, voilà ce à quoi moi je pense. Et donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Je veux voir comment est-ce que je peux bloquer quelqu'un. J'ai vu, il a fait un très mauvais commentaire. Ici, là, chez moi, vous pouvez contredire ce que je dis, hein, mais sans être, je sais pas comment, sans être tellement rabaissant. Et les gars, vous êtes plus de 2000 connectés depuis au moins 30 minutes, mais il n'y a que 400 partages sur la vidéo. Comment est-ce que vous voulez qu'on évolue dans le message qu'on veut transmettre au peuple camerounais? Parce que ne pas partager une vidéo, ça veut dire que vous écoutez pour vous. Vous ne partagez pas le message. Malheureusement, vous ne partagez pas le message. Moi, je ne suis pas un artiste ou un comédien pour venir parler là comme ça là et commander les étoiles ou bien commander les likes ou commander quoi, non. Quand je viens pour parler d'un sujet, il faudrait que le sujet soit diffusé au maximum. Sinon, ça sert à quoi? Quand tu finis de parler, ça reste sur ta page là, ça sert à quoi? Après, on va se plaindre que les Camerounais ne se mobilisent pas. Mais comment est-ce que les Camerounais vont se mobiliser s'ils ne sont pas au courant déjà de ce qui se passe dans leur pays? Pour que les Camerounais soient au courant, il faut partager. Il faut faire des partages à gauche, à droite. Ça fait au moins 30 minutes que vous êtes plus de 2200 et poussières connectés là. Mais il n'y a que 400 partages de la vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle rétention d'informations. C'est-à-dire que s'il y avait une information capitale là, peut-être que je passais comme ça subtilement, peut-être même aux enquêteurs, subtilement, peut-être ils ne seront pas au courant parce que vous n'avez pas partagé. Or, si chacun d'entre vous avait fait un seul partage, on serait à 2000 partages. Ou alors ce sont les fantômes qui regardent. Peut-être il y a les fantômes, hein. Moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai dit que ce soir, malgré qu'ils ont essayé de me couper quand même, vous étiez très nombreux à me suivre. Toujours est-il que ce soir, je voulais qu'on se pose des bonnes questions. Ensuite, on va développer. Je vous mets déjà sur des pistes parce que j'ai certaines informations que je garde encore, je suis en train de traiter. Je vous mets sur des pistes, tout simplement. C'est pour ça que je pose toutes les questions que j'ai posées ce soir. C'est pour vous mettre sur des pistes. Une affaire comme ça. Pour un simple Martinez Zogo, on entend le directeur des renseignements. On entend le directeur des opérations au service de renseignement. On entend des espions formés. On entend des éléments de la GP, de la DSP, qu'on auditionne à gauche, à droite. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi déployer tous ces moyens pour un simple Martinez, un simple journaliste? Pourquoi? Pourquoi autant? Et pourquoi lorsqu'ils ont pris, ils ne l'ont pas simplement fini et déposé? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris le temps de le malmener comme on a vu? Pourquoi? Étant donné qu'ils ont utilisé tous ces moyens, ils pouvaient très bien même le faire disparaître. Non, ils ont pensé qu'il faut qu'ils viennent exposer. Pourquoi? Je vous ai donné quelques indices. Regardez du côté de la Centrafrique. La Centrafrique, regardez de ce côté. En ce qui concerne Ngongo, il faut regarder du côté du nord. Kava Egev Djibril vous avez dit Boko Haram est parmi nous. Ngongo était parti remettre les centaines de millions là au nord à qui? Depuis quand est-ce qu'on négocie avec les terroristes? Depuis quand est-ce qu'on donne des centaines de millions aux terroristes pour libérer des otages? Depuis quand? Ngongo est parti lui-même. Il a porté le treillis militaire. Il est parti, il est monté dans l'hélicoptère. Il est parti donner l'argent là à qui? Et il est revenu avec les otages. Il avait donné l'argent là à qui? Ce qui se passe dans votre pays là, non? Moi, je vous ai dit, si Biya meurt au pouvoir là, si Biya meurt au pouvoir là, les affaires que vous dites, je veux voir mes enfants grandir, même les enfants là, pour les voir grandir, vous ne les aurez pas. Parce que vous n'aurez pas le temps d'avoir les enfants là.
Continuez de regarder les affaires de votre pays comme si vous êtes en train de regarder le film de Jack Bauer. Vous voulez voir mes enfants grandir. Même les enfants là, vous ne les aurez pas. Parce que ce que ces gens ont préparé pour ce pays-là, s'ils ne vont pas finir même avec Biya. Parce que, moi je vous dis, les gars pouvaient être en train de se préparer. Dès qu'ils sont prêts, ils vont seulement Biya. Donc les gars vont vous dire, parce que Aivo c'est celui, c'est-à-dire Aivo peut décider que personne n'entre au palais. Personne n'entre au palais. Parce que c'est lui qui tient le palais, Aivo. Et quand il est déjà mêlé dans ce genre de gang, mais vous allez me dire que les gars n'avaient pas prévu d'éliminer Biya. Les gars pouvaient faire que bon, ils sont prêts. Allez, Aivo maintenant, ils trouvent le moyen avec quelques de ces gars. Les gars éliminent Biya. Terminé, ils prennent le pouvoir par force. Celui qui veut parler, il est témé. Celui qui veut parler, les gars témé. Celui qui veut parler, les gars témé parce que les gars étaient déjà prêts. Aivo, celui qui tient c'est-à-dire le directeur des renseignements, c'est celui qui renseigne. Celui qui donne tous les renseignements liés à la sécurité de l'État. Il est dans le genre de coup là. Celui qui est le garant de la sécurité du président de la République est dans ce genre d'histoire. Son nom est mêlé dans ce genre d'histoire. Bref, il traficote avec les gens de ce genre de personnes. Le ministre de la Justice, l'un des plus anciens ministres, il est là, il est mêlé. L'un des ministres les plus influents, il est mêlé. Le ministre des Finances, écoutez bien. Le directeur des renseignements dans un pays, c'est une chaîne qui se suit. Le directeur des renseignements dans un pays est mêlé à un individu bizarre. Le directeur de la sécurité présidentielle, c'est lui qui décide qui fait quoi au palais en ce qui concerne la sécurité de Biya. Donc il peut décider que bon, aujourd'hui, Biya, pour ta sécurité, tu vas aller dormir à Ibomzout. Il va mettre Biya dans l'hélicoptère, Biya va aller dormir à Ibomzout. C'est lui qui organise la sécurité au palais. Il est mêlé à ce genre d'individus. On continue. Ministre des Finances, l'argent, le grand argentier, l'argent. Ministre des Finances, il est mêlé à ce genre d'individus. Le ministre de la Justice, celui qui contrôle les magistrats et consorts. C'est-à-dire que le gars va dire que bon, d'accord, ok, d'accord, ok, bon, validons le coup d'État, là, validons. Le ministre des Finances, ministre de la Justice, pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministre de l'Aménagement du territoire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministre de l'Éducation ou je ne sais pas quoi? Pourquoi ce n'est pas le ministre des Verbes? Parce qu'au Cameroun, il y a tellement de ministères. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministre du pain au chocolat? Pourquoi est-ce que ce sont ces ministres-là les plus influents et qui peuvent influencer l'avenir du pays, qui sont mêlés à ce genre d'individus? Ministre des Finances, l'argent. Ministre de la Justice, c'est lui qui tient les magistrats, la justice, tout, c'est lui. Le DGRE, le directeur des renseignements, il est mêlé à cet individu. Le patron de la sécurité présidentielle est mêlé à ce genre d'individu. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire un coup d'État dans un pays, mon frère, vous ne pouvez pas, sans que le directeur des renseignements ne soit au courant. On ne pouvait pas. Aivo, le seul homme jusqu'à présent qui peut t'aimer Biya, c'est-à-dire il se lève comme ça, il go seulement, il connaît toutes les positions de Biya. C'est-à-dire que même s'il y a un sosie, c'est Aivo qui décide. Aivo, c'est-à-dire la vie de Biya est entre les mains d'Aivo comme ça. Que Aivo décide que bon, s'il dort mal, il se lève et dit bon, Biya, oh il dit là, gars, tu es mort. C'est fini, hein. C'est lui qui organise la sécurité. Biya n'a pas son mot à dire en ce qui concerne sa sécurité. Le DGRE, c'est lui qui donne les renseignements. Il donne tous les renseignements, tout ce qui est lié à la sécurité. C'est-à-dire que si Biya veut peut-être aller quelque part, le DGRE va lui dire c'est sûr, va, c'est sûr. Et qui sont les agents qui protègent Biya à l'étranger? C'est les agents de la DGRE. Le ministre des Finances, c'est lui l'argentier, le grand argentier national. C'est lui. Le ministre de la Justice, il contrôle
un pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et tous ces gars-là, ils sont tous mêlés à Amougou Belinga, qui est un plus grand, si ce n'est le plus grand mafieux du pays. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu Gilbert Baola, parfois Gilbert Baola, envoyez-lui ma vidéo, si coupez ça et vous lui envoyez. Parfois Gilbert Baola, il faut souvent fermer ta bouche. Ou alors, tu viens ici en Angleterre, je vais te mettre dans une maison de mental health, tu vas te soigner là-bas. Parce que je pense que tu as besoin de beaucoup de médicaments pour arranger un peu ton cerveau. Comment tu peux aller dans ta radio, tu commences à dire Amougou Belinga n'a rien, il n'est pas l'ami de Laurent Esso, il n'est pas l'ami de Motazé, il n'est pas l'ami de tel. Qu'ils se sont fait rouler dans la farine, ils se sont fait berner. Mais si tous ces gens se sont fait rouler dans la farine, mais ça veut dire qu'ils sont tous idiots. Ça veut dire qu'on est dirigé. On ne peut pas donner l'argent national à quelqu'un qui se fait rouler dans la farine. Il va aller payer le fait tous les jours. Chaque jour, il va payer le fait avec l'argent du Cameroun. En fait, Gilbert Baola, il sait qu'Amougou Belinga est tombé. Amougou Belinga, c'est son ennemi. Mais il a envie de protéger ses amis Motazé. Baola, tu n'es rien dans la République. Tu ne connais rien. Rien, absolument rien. Si tu connaissais trop, tu n'allais pas aller à Konengi comme un Mansilapa. Donc tu peux venir aujourd'hui, quand tout est établi comme ça, tu dis que Amougou Belinga n'est pas ami avec Laurent Esso. Est-ce qu'il peut d'abord être ami avec Laurent Esso? Qu'est-ce que Laurent Esso vient faire au baptême de ses enfants, non? Qu'est-ce que Laurent Esso vient faire à son mariage? Qu'est-ce que Laurent Esso vient faire quand il y a les cérémonies chez Amougou Belinga? Qu'est-ce que Laurent Esso peut faire là-bas? Qu'est-ce que Motazé peut faire là-bas? Donc les gars ne se fréquentent pas, les gars ne sont pas amis, mais quand il y a les cérémonies, tout le temps on les voit ensemble. Il a leur numéro de téléphone, il menace même les gens en disant je vais dire aux gars des Sceaux, machin, patati patata. On les voit ensemble, main dans la main, tous les jours. Quand tu vois une photo d'Amougou Belinga avec Motazé, là où Amougou Belinga est là comme ça, et puis Motazé marche avec le dos rond, tu sens que Amougou Belinga est quand même, il est en confiance, c'est son ami. Tu viens dire que non, Amougou Belinga n'a aucune acquaintance avec les Motazé, il n'a aucune antenne. Et quand ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, tu la boucles, tu me la boucles. Tu la boucles. Voilà. Parce que quand parfois vous n'avez rien à dire, vous venez là, vous commencez. Tout est établi, tout est là, tout est confirmé. Les gars étaient en train de se préparer pour marcher sur les Camerounais et s'accrocher sur le pouvoir. Voilà la vérité dans l'affaire. Je le dis, hoha. Donc, on va au-delà. Ils ont pris Martinez, ils ont aimé Martinez parce que Martinez avait le secret. Martinez savait. Ils ont su que Martinez savait. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de le témer. Donc, ce n'est pas seulement les affaires. La ligne 94-65, les marchés fictifs qu'on paye à gauche, à droite, en termes de dizaines de milliards, là, c'est pour préparer le projet macabre du pays. Et les gars se foutent de marcher sur le sang des milliers et des milliers de Camerounais. Voilà la vérité. Les Motazé doivent être entendus. Laurent Esso doit être entendu. Qu'est-ce que Laurent Esso fait encore en fonction à l'heure si pourtant son nom est cité dans une affaire aussi compliquée, aussi grave? Tu viens là, le père, faut aller te reposer, tu es fatigué, tu n'as plus l'âge de te placer debout dans une radio et te mettre à crier à tue-tête comme quelqu'un qui n'a pas mangé de la journée, non. On attend de toi que tu éduques les enfants. Pas que tu viennes dire ce qui sort de ton ventre. Parce que quand on réfléchit déjà avec le ventre, ça devient compliqué. Depuis que tu as perdu tous tes trucs là, maintenant tu parles avec le ventre. Et quand on réfléchit avec le ventre, ça devient très compliqué. Ça se sent. Amougou Belinga, même le plus petit Camerounais sait qu'Amougou Belinga passe son temps à marcher avec les Laurent Esso, les Motazé. Oui, même le petit Camerounais le sait. Toi, tu viens à la radio, tu commences à dire que Amougou Belinga a quel charisme pour marcher avec Laurent et Solo. On vous dit que les gars sont en train de préparer quelque chose de grave dans le pays là. C'est pour ça que les gars volent autant d'argent. Ils sont partis en Centrafrique, mettre les rebelles sur pied pour attaquer le pays. Toi, tu me parles de quoi? Toi, vous parlez de quoi? Que ce projet soit fait par des personnes de mauvaise moralité, là, on va seulement combattre ça jusqu'à la fin. Si c'était des personnes de bonne moralité,
ils n'allaient pas aller éliminer Martinez Zogo de la sorte. Si c'était des personnes de bonne moralité, ils n'allaient pas passer le temps à voler l'argent des Camerounais et narguer les Camerounais. Ce sont des bandits, c'est des mafieux. Ils veulent perpétuer la dictature au Cameroun. Oh, nous, on combat contre la dictature. Nous, on est prêts à soutenir si jamais un militaire se lève comme ça, là, il prend ses compatriotes, ses amis soldats, ils s'en vont renverser le régime de Yaoundé. Nous, on va les soutenir. Pour remettre, comme ça s'est passé au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, partout, on va les soutenir. Mais si c'est le genre de projet-ci là, non. On va mettre ça à nu. Parce que nous, on est au courant. Et je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Sinon, je ne serais pas dans cette lutte. On va dire aux Camerounais ce que vous êtes en train de préparer pour que les Camerounais vous prennent à Califourchon. J'ai déjà dit ma part. J'ai dit ma part. Je répète, j'ai dit ma part. Voilà. Donc, j'ai posé les questions. À vous de faire le reste. Posez aussi les questions. Allons savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Allons chercher à savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? C'est tout. Parce que lorsque vous dites pourquoi, quand vous parvenez déjà à poser la question, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Vous aurez des réponses. Voilà. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le lien, hein, la famille. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour vous abonner à mon compte TikTok. Et aussi, faites un maximum de partage. Il faut absolument qu'on éveille les Camerounais. Et continuons de parler de Martinez Zogo jusqu'à toute la vérité soit mise à nu. On doit continuer de parler de Martinez Zogo jusqu'à ce que toute la vérité soit mise à nu. C'est ça, parce que la vérité là, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la mort de Martinez. Beaucoup de choses qui se cachent derrière la mort de Martinez. Et ces voleurs de la République là, tant que Laurent Messo n'est pas entre les mailles du filet, je ne lâche pas. Parce que je sais, tout comme j'ai dit qu'Amougou Belinga est le principal suspect depuis que j'ai appris l'enlèvement de Martinez, le 18 matin quand j'ai fait ma vidéo. J'ai dit Amougou Belinga, le voilà non. Laurent Messo, Motazé, tout cela, ils doivent tomber entre les mailles du filet. Je fais un clin d'œil à ces enquêteurs. Regardez ces pistes-là. Fouillez bien, vous allez trouver. Voilà. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.